Nous sommes le 15 août 1963, soit 3 ans, jour pour jour, après la proclamation de l'indépendance de notre pays. Fulbert Youlou, premier président de notre jeune république, vient d'être renversé par un mouvement révolutionnaire qu'on va appeler le mouvement du 13, 14, 15 août 1963, encore connu comme étant les Trois Glorieuses de notre pays. Mais comment est-ce possible? Comment en est-on arrivé là? Comment se fait-il que 3 ans après la proclamation de l'indépendance de notre jeune pays, le premier président élu de cette jeune république pouvait-il être renversé? Pour comprendre les événements qui ont concouru à la déchéance et donc à la démission de l'abbé Fulbert Youlou, je vous propose de faire un flashback historique. C'est la date symbolique marquant l'accession à l'indépendance de notre pays. Vert, jaune, rouge. Ce sont les couleurs emblématiques de notre drapeau national. 342 000 km². C'est l'étendue du territoire national qui regorge d'immenses ressources naturelles. C'est ça notre héritage commun. Celui de nos enfants et petits-enfants aussi. Nul n'a le droit de l'ignorer, nul n'a le droit de le contrer. Tous, nous avons le devoir de veiller sur le Congo. Il y a Bisso Congo, car le Congo... Nous sommes en 1957. Notre pays est encore une colonie française et s'appelle alors le Moyen Congo. 1957, c'est aussi l'entrée en vigueur de la loi cadre partout dans les territoires colonisés par la France. La loi cadre qui, avec la mise en œuvre de l'arrêté 1339, a été adoptée à l'issue des élections à l'Assemblée territoriale, qui fixe les modalités et la composition d'un conseil de gouvernement élu au suffrage universel, permet au pouvoir exécutif de bénéficier d'une certaine forme d'autonomie par rapport à la métropole et donc par rapport à la France. C'est donc dans ce contexte que s'organisent dans tous les territoires d'outre-mer français des élections territoriales. Le Moyen Congo, actuelle République du Congo, va donc se mettre en ordre de bataille pour organiser ces élections. À ces élections prennent part différents partis politiques. On note par exemple l'Union des démocraties pour la défense des intérêts africains, UDDIA en sigle, dirigée par l'abbé Fulbert Youlou. Face à lui, une coalition de partis, composée notamment du GPS, Groupement pour le progrès économique et social du Moyen Congo, dirigé par Simon-Pierre Kikungangot, ancien collaborateur de l'abbé Fulbert Youlou et membre de l'UDDA qui vient de quitter pour rejoindre la coalition. Et le PPC, Parti progressiste congolais dirigé par Félix Tshikaya. Ces deux partis politiques ont rejoint la coalition qui est incarnée et dirigée par Jacques Opango au sein du MSA, qui est le mouvement socialiste africain. À l'issue de ces élections, les résultats s'avèrent très serrés, soit 23 sièges pour les partis de la coalition, MSA, GPS, PPC, et 22 sièges pour l'UDDA de l'abbé Fulbert Youlou. Après d'âpres négociations, un gouvernement de cohabitation est formé. Gouvernement de cohabitation dans lequel cohabitent donc à la fois l'UDDA de l'abbé Fulbert Youlou et les partis coalisés au sein du MSA dans une atmosphère de crise et de tension, puisque les luttes idéologiques qui les opposent vont très vite mettre à mal cette cohésion. Je tiens ici à souligner le caractère tribo-ethnique de ces partis politiques, puisque dans le GPS de Simon-Pierre Kikungangot, on va retrouver des sympathisants, des partisans qui sont essentiellement issus du Grand Niari, c'est-à-dire de Lizy et les alentours. De même pour le parti du PPC dirigé par Félix Tshikaya, dans lequel on va retrouver essentiellement des Vili et tout ce qui gravite autour du Grand Mayombe. De même pour le MSA et pour l'UDDA de l'abbé Fulbert Youlou, qui lui est composé des Congos.
Dans cette lutte pour le pouvoir, la France, qui est encore le colonisateur, ne fait absolument rien et va laisser au contraire pourrir la situation tout en choisissant de s'aligner derrière la candidature de l'abbé Fulbert Youlou, qui est jugé beaucoup plus proche et favorable à la politique française. Et ce dernier, d'ailleurs, assume tout à fait publiquement ses accointances avec la France, dont il soutient le projet de référendum à la communauté que lui propose le général de Gaulle. Contrairement au leader du MSA, Jacques Opango, qui, lui, au contraire, affiche publiquement son hostilité à la France et d'ailleurs n'hésite pas à brandir la menace de faire basculer le Congo dans le giron communiste. À noter que nous sommes là dans un contexte de balbutiement et de palpitation à l'indépendance, avec un monde bipolaire gouverné par deux courants politiques, deux idéologies politiques, le capitalisme et le communisme, la démocratie et, entre guillemets, la dictature, le communisme. Le communisme étant russe et la démocratie étant le symbole de la liberté des grandes démocraties à l'américaine, à la remorque de laquelle se trouvent tous les pays occidentaux. À noter par ailleurs que le général de Gaulle, faisant cette proposition d'intégrer la communauté française à travers ce référendum, n'est pas davantage soucieux pour que le Congo retrouve une souveraineté, une autonomie sans condition. Il est en sous-main en train de créer les conditions d'une soumission du Congo à la France et donc un accès libre à ses matières premières et à tous les avantages que lui offrirait le Congo, tout en gardant un lien avec cette ancienne colonie qui aspire à son indépendance. Dans cette ambiance de confrontation et de tension, la France va davantage continuer à jouer les entremetteurs et à faire ce qu'elle sait faire de mieux, à savoir diviser pour mieux régner. Ainsi, la France va organiser, financer la défection d'un membre, d'un député du parti de la coalition MSA, afin d'assurer au parti de Fulbert Youlou, l'UDDA, la majorité qui le conforterait dans sa course, la conquête du pouvoir et donc vers le triomphe. Le 28 novembre 1958, à Pointe-Noire, alors capitale du Moyen-Congo, où se réunit l'Assemblée territoriale pour doter le pays d'institutions dirigeantes, les choses tournent au chaos. Et pour cause, la défection du député dénommé Georges Yambo, l'un des membres de la coalition réunie au sein du MSA, fait perdre la majorité à Jacques Opango au profit de l'UDDA de l'abbé Fulbert Youlou qui compte désormais 25 sièges contre 22 sièges pour le MSA. Les députés du MSA, par conséquent, crient à la fraude et boycottent l'Assemblée en signe de protestation. Fort de sa nouvelle majorité, l'abbé Fulbert Youlou et ses députés réunis au sein de l'UDDA remportent les élections et ainsi l'abbé Fulbert Youlou est élu Premier ministre du Moyen-Congo. Voilà une occasion toute trouvée pour ces députés de passer à l'offensive et de faire voter un certain nombre de lois. Parmi les lois qui avaient été votées, adoptées, il y avait une loi qui reconnaissait l'UDDA comme étant le seul et légitime parti pouvant mener des activités politiques dans le territoire, c'est-à-dire le parti imposé, le parti de l'UDDA comme étant le parti État. L'abbé Fulbert Youlou, dès lors, comprend l'imminence du danger que représente l'installation de son gouvernement dans une ville de Pointe-Noire qui lui semble de plus en plus hostile. Par conséquent, il décide de transférer la capitale politique à Brazzaville. Les partisans du MSA, parti de la coalition, voient dans ces manœuvres un coup d'État constitutionnel perpétré sous l'œil bienveillant de la France qui ne fait absolument rien et qui affiche désormais de plus en plus son soutien à l'égard de l'UDDA de l'abbé Fulbert Youlou
au détriment d'autres candidats. Il faut tout de même souligner que la stratégie de boycott adoptée par les députés du MSA n'était pas payante et les avait mis devant un fait accompli. Ainsi, Jacques Opango, qui est leader de cette coalition, avait décidé d'attendre les prochaines élections prévues en septembre 1959 pour reconquérir une nouvelle majorité. Hélas, malheureusement pour lui, l'abbé Fulbert Yulu, qui désormais est devenu Premier ministre et qui a goûté au plaisir du pouvoir, ne veut pas respecter ce calendrier, ne veut pas respecter les accords signés lors du gouvernement de cohabitation en 1957. En refusant d'organiser ces élections conformément aux accords signés, l'abbé Fulbert Yulu crée les conditions d'implosion d'une crise et des tensions qui couvaient déjà depuis plusieurs mois désormais. Voilà qui donne donc le prétexte aux partisans du MSA de mettre le feu aux poudres. Brazzaville, 1958, les partisans du PPC et du MSA à majorité nordiste s'en prennent aux partisans de l'UDDA de l'abbé Fulbert Yulu à majorité sudiste ou Congo. Brazzaville s'embrase et les confrontations dérivent en une sanglante émeute entre nordistes et sudistes, causant ainsi au passage des centaines de blessés et quelques dizaines de morts. C'est la première fois dans l'histoire moderne de notre jeune République que l'on parle du conflit ethnique opposant le Nord et le Sud. C'est donc dans ce contexte de tension et de crise que l'abbé Fulbert Yulu va être élu Premier ministre d'abord et ensuite président de la République à la proclamation de l'indépendance en 1960. Et comme je le disais tantôt, parmi les lois qui avaient été adoptées précédemment par ces députés, il y avait la loi qui reconnaissait l'UDDA comme étant le seul parti légitime autorisé à avoir une activité politique dans le pays, imposant ainsi au pays un parti-État. L'indépendance de la République du Congo, proclamée officiellement le 15 août 1960, porte déjà en son sein les germes de tensions et de crises qui éclateront et éclabousseront de larmes et de sang les premières pages de son histoire politique. Le 15 août 1960 est connu dans la mémoire collective nationale comme étant une date symbolique marquant l'accession du pays à l'indépendance. Mais il y a un autre 15 août 1963, cette fois-ci. C'est celui de l'éviction ou de la démission de l'abbé Fulbert Yulu. L'homme qui, 3 ans auparavant, avait conduit son pays à l'indépendance venait d'être renversé par un mouvement populaire porté par un groupe de militaires et de syndicalistes politisés. Je vous parle de cet épisode de l'histoire car on rentre dès lors dans une période de révolution qui va se construire dans la violence politique avec des expériences à la fois civiles et militaires qui ne prendront fin qu'à la conférence nationale souveraine qui, en 1991, abolira le parti-État. Assiégé qu'il était par 2 officiers qui avaient fait irruption dans son bureau, l'abbé Fulbert Yulu, d'une main tremblante, signa la lettre de démission en ces termes. « Je ne veux pas d'un bain de sang, je m'en vais. » Il renchérit en disant « Tuez-moi si vous voulez. Mes ministres ont été certainement malhonnêtes, mais moi, je n'ai rien à me reprocher. Le prochain gouvernement connaîtra les mêmes difficultés que moi et n'agira pas autrement que moi. » Voilà les paroles d'un homme ulcéré qui sonnait déjà comme un signe prémonitoire des lendemains apocalyptiques que s'apprêtait à vivre le Congo ainsi que les régimes qui allaient lui succéder.
quand on regarde la situation du Congo, les événements politiques qui ont jalonné notre histoire, ainsi que les intrigues qui l'ont façonné, force est de constater que les dirigeants actuels du Congo sont les dignes héritiers des pères de l'indépendance qui ont brillé par l'intérêt personnel, le clientélisme, la ruse, les crimes de toute nature, le tribalisme comme moyen pour parvenir au pouvoir et le conserver. Le clivage nord-sud et le tribalisme ne sont qu'un moyen dont se servent les politiques depuis les premières heures de notre histoire politique pour parvenir à leur fin. Ainsi, le peuple congolais, quelle que soit son origine ethnique, n'est qu'une victime collatérale des intérêts personnels et de l'ambition de pouvoir des hommes qui jusqu'ici ont dirigé le pays. Nous pouvons donc légitimement regretter le fait que cette histoire de notre pays ne soit pas enseignée à l'école, que cette histoire ne soit pas dans les programmes, dans les manuels scolaires pour apprendre à nos enfants, apprendre à la jeune génération les faits historiques qui ont bien souvent plongé notre pays dans le chaos et d'en tirer toutes les conséquences nécessaires pour l'avenir. Comment peut-on espérer nous libérer des fantômes du passé qui hantent notre pays si les problèmes éternels liés aux conflits électoraux, à la conflictualisation de la société et donc du peuple sur des bases ethniques, si le non-respect de la parole donnée n'est pas enseigné, de sorte que les erreurs du passé deviennent des leçons tirées, des enseignements qui nous permettront de construire l'unité nationale et la cohésion nationale qui sont des conditions indispensables pour bâtir une société unie, prospère et forte. Il est absolument important que notre histoire soit enseignée à nos enfants et à nos petits-enfants pour construire la cohésion nationale qui est une condition préalable à toute ambition de prospérité et de développement. Voilà donc l'histoire de notre pays qui, au vu des événements que nous avons exposés dans cette vidéo, ressemble à une histoire qui se répète systématiquement sans pour autant que nous puissions en tirer les leçons nécessaires. Notre pays, depuis les premières heures de l'indépendance, n'a fait que reproduire les mêmes schémas d'intolérance politique, de violence politique, de manipulation ethnique et de conflictualisation de la société à des fins purement politiciennes qui profitent bien souvent à ceux qui veulent arriver au pouvoir et ceux qui veulent le confisquer. À travers ce genre de vidéos, nous contribuons à non seulement informer notre communauté nationale, les Congolais, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé dans notre histoire, de notre pays, pour qu'ils en soient au courant et qu'ils puissent en tirer toutes les conséquences nécessaires. D'autant plus que nous avons une échéance électorale qui pointe à l'horizon et qui devrait amener les uns et les autres à voter et à réfléchir en toute connaissance de cause. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu parce que vous en avez appris des choses, merci de liker, de partager, de commenter, car c'est ainsi que nous allons pouvoir partager autour de cette vidéo afin que d'autres personnes puissent la connaître, puissent découvrir cette vidéo, puissent découvrir cette chaîne et qu'ensemble, à travers les discussions et les échanges que nous allons avoir, que nous puissions en réfléchir ensemble autour des thématiques à aborder. Jusqu'à une prochaine vidéo, portez-vous bien, à très bientôt. Ozali kaka, moi